L'idée de cette table ronde, c'est de pouvoir observer, regarder et d'avoir le témoignage, quelque part, d'une équipe au complet du processus qu'on peut rencontrer, que vous rencontrez dans les établissements, et du travail de collaboration nécessaire sur les différents états de la question de l'alimentation. Donc voilà, donc je vais vous laisser la parole, mesdames. Et donc, qui commence? Alors, allez, lancez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Brasseur, je suis gastro-entérologue. J'ai une activité, à vrai dire, assez diverse et variée, plutôt orientée sur la cancérologie. On me propose ici de discuter avec vous autour particulièrement de l'alimentation entérale. Effectivement, je pose régulièrement des sondes de gastrostomie et je pense qu'on va pouvoir discuter ici du fait que ça puisse s'articuler en tout cas dans une prise en charge globale et que peut-être vous puissiez, on répondra aux questions dans un second temps, mais avec pour objectif certainement de démystifier un petit peu cette problématique de la gastrostomie pour qu'elle autorise, comme ça aura été discuté ce matin, la poursuite de l'investissement de la sensorialité, de la bouche, etc. C'est-à-dire que c'est un outil parmi d'autres, que ce n'est pas une fin en soi, en tout cas, que c'est même parfois temporaire. Voilà, je passe le micro. Alors moi je m'appelle Mélanie Clément, je suis ergothérapeute à la Masse Les Pléiades à Commercy et ça fait partie de l'association Jean-Baptiste Thierry sur Maxéville. Moi j'accompagne les résidents sur les repas en service, ça englobe tout ce qui est installation, les évaluations des capacités fonctionnelles, la mise en place des appareillages, des aides techniques et l'accompagnement en aide totale ou partielle selon les capacités de chaque résident. Et j'accompagne aussi les résidents qui sont en GEP, en gastrostomie, pour maintenir cet accès à la sensorialité, la mise en place de petites alimentations plaisir. Voilà, donc on discutera de tout ça. Voilà. Alors moi je suis Isabelle Odino, diététicienne à l'AEIM et depuis 2 ans, sinon je travaille dans le milieu du handicap depuis 25 ans. Et donc moi j'avais fait un topo sur tout ce qui était alimentation enrichie avec la dénutrition et tout ce qui était dysphagie. Alors je ne sais pas si on commence de suite ou si tu On va laisser présentes Louise avant. se présenter. Merci. Bonjour, je suis Louise Gendre-Grenier, je suis orthophoniste libérale. J'interviens dans le milieu du handicap depuis trop longtemps pour qu'on le dise. Et je travaille beaucoup avec Isabelle puisque je fais beaucoup d'interventions dans l'AEIM. Voilà. Par qui tu veux qu'on démarre ? Alors, moi j'ai une question à vous poser pour vous lancer un peu. Comment ça se passe? Expliquez-moi quand effectivement vous vous rendez compte que une personne rencontre des difficultés. Quand effectivement, quand Joris l'expliquait tout à l'heure, il y a ce sujet qui arrive sur la table et que ça soit du constat des professionnels ou du constat des familles, ou en tout cas, voilà, comment ça se passe? Montrez-nous un peu à voir le travail que vous menez dans ce cadre-là. Alors moi, en qualité de diététicienne, je vais commencer par l'évaluation de l'état nutritionnel parce qu'en fait, la dénutrition est très fréquente chez les personnes polyhandicapées. Ça représente 60% des personnes polyhandicapées présentent une dénutrition. Donc il faut absolument qu'elle soit systématiquement dépistée. Donc il y a déjà des facteurs de risque. Donc on va regarder l'état bucco-dentaire. Est-ce qu'il y a un refus ou une hypersélectivité alimentaire? Est-ce qu'il y a une dépendance pour se nourrir? Des troubles de la communication? Est-ce qu'il y a un inconfort ou une inadéquation de l'installation? Donc ça, c'est à voir avec l'ergo après.
la vidange gastrique qui est ralentie, est-ce qu'il y a un reflux gastro-œsophagien, une constipation, des dépenses énergétiques élevées ou un trouble de la mastication et de la déglutition. Donc là, on se rapproche avec l'orthophoniste. Donc moi, mon travail, ça consiste, l'évaluation de l'état nutritionnel repose essentiellement sur des données cliniques, en tous les cas sur la pesée. Et effectivement, la pesée peut être très délicate pour des personnes en situation de handicap à domicile. Mais quand j'ai la pesée, c'est bien. Et alors, si j'ai la taille, c'est encore mieux, je peux calculer l'IMC. Ou sinon, j'ai une variation d'un poids et je vais me servir de cette variable, enfin de ce poids pour voir s'il y a maigrissement ou pas. Et on va évaluer aussi les appétits avec les ingestats. Voilà. Donc après, on fait un diagnostic de la dénutrition avec un IMC. Alors, l'IMC, normalement, pour l'IMC, l'index de masse corporelle, qui est pour la population générale de 18,5 kg par mètre carré à 25, ça c'est un poids correct, et qui a été rebaissé pour une personne en situation de polyhandicap à 16 kg par mètre carré, parce qu'on sait qu'il y a une grande difficulté à s'alimenter. Donc une fois qu'on a défini les critères phénotypiques et les critères étiologiques, alors les critères phénotypiques, c'est l'IMC, comme je vous ai dit, c'est une perte de poids quantifiée en un mois si c'est supérieur à 5%, si c'est en 6 mois c'est supérieur à 10% la perte de poids, si une réduction quantifiée de la masse musculaire, s'il y a un de ces critères-là ou un critère étiologique dans la réduction de la prise alimentaire à 50% pendant plus d'une semaine ou une réduction de plus de 2 semaines, s'il y a une absorption qui est réduite avec des vomissements, des diarrhées, s'il y a une situation d'agression avec une pathologie aiguë ou une pathologie chronique, là on va mettre des systèmes en place pour lutter contre la dénutrition. Donc les conséquences d'une dénutrition, qu'est-ce que c'est ? C'est augmenter le risque de complications d'une maladie déjà existante, diminuer la tolérance au traitement, allonger la durée d'hospitalisation et le risque de réhospitalisation, provoquer ou aggraver un état dépressif, entraîner une diminution des capacités physiques, de la qualité de vie et accroître la dépendance aux autres au quotidien. Donc, comment combattre la dénutrition ? On va enrichir l'alimentation, on va adapter l'alimentation aux troubles de la mastication et de la déglutition avec l'orthophoniste, on va améliorer le contexte de la prise des repas avec les ergothérapeutes. Donc, une alimentation riche en calories qui apporte beaucoup d'énergie et de protéines sous un petit volume, c'est ce qu'on essaie d'apporter avec une alimentation enrichie. Donc je vous ai mis juste une petite affiche, si vous vouliez. Je n'ai pas parce que c'est là. C'est où ? Là, pardon. Donc je vous ai mis l'énergie qui est apportée soit par les sucres et les graisses, donc soit par des boissons sucrées, soit par des féculents, soit par des matières grasses, et les protéines, indispensables pour préserver les muscles et favoriser la cicatrisation, notamment lors de présence d'escarres, viande, poisson, tofu, œufs, produits laitiers, fromage, yaourt, flan. Donc voilà, on voit comment on peut enrichir en fait chaque produit, par exemple le bol de lait ou une soupe ou un dessert ou des légumes en fait. Voilà. Et sinon, je vous ai mis aussi les aliments qui correspondaient à une portion de viande, poisson ou œuf. Par quoi on peut les remplacer ? Pardon. Et du coup, l'alimentation, donc on a vu qu'elle pouvait être enrichie, mais il est important aussi de fractionner cette alimentation, répartir l'alimentation tout au long de la journée en
en prenant des collations entre les 3 repas principaux. Voilà. Ne pas hésiter à remettre des collations à 10h, à 16h, à 22h. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que moi je fais. Donc c'est augmenter les prises alimentaires en faisant des collations, la prise du repas, mais ça on va le revoir avec l'orthophoniste, qui ne doit pas excéder 30 minutes. C'est boire tout au long de la journée, de préférence entre les repas. Évitez de commencer vos repas avec une salade ou un potage, par exemple, qui peuvent couper l'appétit. Si on a besoin d'enrichir l'alimentation, il faut plutôt commencer par des potages enrichis ou alors le plat principal direct. Choisissez plutôt des desserts style flan, crème dessert, mousse au chocolat, tout ce qu'on va refuser en temps normal, et ben là on va se le permettre. Et supprimer bien sûr les aliments allégés. Et donc, là je vais reparler avec l'orthophoniste, c'est qu'au niveau de la dénutrition et de la dysphagie, et ben, forcément il y a un lien. Puisque quand on aura une difficulté à s'alimenter, il y aura une perte d'appétit, une dénutrition et des besoins nutritionnels non couverts. Et là, il va falloir trouver la texture adéquate le plus approprié. Donc c'est à ce moment-là, effectivement, que tu te mets en lien. Donc vous travaillez en collaboration avec Louise. Voilà, tout à fait. Alors moi, mon travail, effectivement, il est, je pourrais dire quelque part, équilibriste ou glisseuse dans les interstices, pourrions-nous dire, puisque le travail d'une orthophoniste, il est double. Je ne vais pas pouvoir tout détailler parce que, effectivement, sinon on y passerait la journée, voire il faut prévoir un séminaire de plusieurs jours. Voilà. Je ne vais pas du tout parler de la rééducation aujourd'hui, de la rééducation orthophonique qui peut comporter différents volets. Mais ce qui me paraissait important aujourd'hui, effectivement, c'est de vous parler de ce travail en collaboration qu'on fait tout à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que moi, j'interviens dans le cadre du polyhandicap, effectivement, quand on suspecte des troubles de mastication et de déglutition chez le patient. Sachant que les patients porteurs de polyhandicap sont très à risque de ce type de troubles. Mon premier travail, ça va être de récolter la parole des soignants multiples et variés, puisque la diététicienne aura des choses à me dire, peut-être l'ergo dans l'établissement, peut-être le médecin. En tout cas, toute l'équipe dans sa totalité, les AMP, les AS, tout ce petit monde aura des choses à me dire sur qu'est-ce qu'il a observé lors du temps de repas. Non seulement ce qu'il a observé, mais aussi est-ce que ça fait longtemps, pas longtemps, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce qu'il y a une altération de l'état général. Et puis, chose essentielle aussi à mon sens, et je vous expliciterai pourquoi après, c'est cet individu-là qu'on me demande d'examiner. Est-ce que il y a des choses qu'il aime beaucoup manger, des choses qu'il n'aime pas du tout manger, parce que pour la suite de mon travail, ensuite, ça va être important. Une fois que j'ai fait ma petite enquête, où j'ai récolté tout plein d'informations multiples et variées, je vais aller examiner le patient. Je vais faire ce qui s'appelle un bilan orthophonique. J'ai des collègues dans la pièce qui reconnaîtront l'examen clinique inhérent à tout examen orthophonique, et puis les prises péros, c'est-à-dire que mon travail consiste à regarder manger les gens. Les gens aiment plus ou moins, mais en général, ils n'ont pas le choix. Je vais regarder manger les gens. Je vais regarder la manière dont les organes vont travailler, et les organes, plutôt les organes bucco-lingo-faciaux, parce que la mastication, en fait, qui est un temps essentiel pour préparer la déglutition, je vais regarder comment elle se fait. Et pour bien mastiquer, il faut des organes qui soient plutôt sains, plutôt toniques, et qui sentent correctement. On a beaucoup parlé de sensorialité, je n'étais pas là, mais je pense que ça a été beaucoup abordé. En tout cas, il faut tout ça, et il faut en plus que les organes puissent travailler en coordination les uns avec les autres. Et non seulement les uns avec les autres, mais que la mastication puisse se coordonner ensuite à la déglutition, et tout ça coordonné à la respiration, qui sont 3 domaines qui peuvent être altérés dans le champ du polyhandicap. Donc mon travail, c'est de regarder comment tout ça se fait pendant ce temps de repas. À l'issue de ce temps de repas, je vais pouvoir dire, en tout cas je tente, de dire, voilà, il y a des textures que ce patient peut manger en toute sécurité, sans fatigue,
en confort et aussi avec du plaisir. Le plaisir de l'alimentation, c'est propre à chacun. Moi, mon premier travail, c'est de dire, ben voilà, il y a des aliments que cette personne peut manger sans danger et d'autres que cette personne ne peut pas manger à tous les repas sans danger. Et c'est là que va commencer le travail de coordination fortement avec tous mes collègues parce que je vais aussi regarder le positionnement et s'il y a besoin, je vais en parler avec l'ergo de l'établissement. Et puis, je vais aussi avoir recours à je travaille beaucoup avec Isabelle, où je vais dire, bon ben voilà Isabelle, j'ai vu Monsieur Tartampion. Monsieur Tartampion, il faudrait que ce soit le niveau 6 de l'IDDSI, sachant que dans certains établissements, on a toutes les textures possibles et imaginables, mais dans certains endroits, on n'a pas toutes les textures possibles et imaginables. Donc je dis, ben voilà Isabelle, ce patient-là, ces possibilités à cette heure-ci de mastication, de déglutition, lui permettent de manger telle texture. Est-ce qu'on a ça en magasin? Est-ce qu'on n'a pas ça en magasin? Et puis, je vais aussi discuter avec l'équipe et avec le résident, et puis sa famille aussi, quand c'est possible. C'est-à-dire que je vais me glisser dans un espace de négociation. J'y ai beaucoup pensé tout à l'heure quand j'écoutais la fin de l'intervention de notre collègue psychologue tout à l'heure. L'alimentation, c'est tout un tas de choses, et je fais appel à vos souvenirs de l'intervention précédente. Donc c'est pour ça que j'ai commencé en disant, moi, mon boulot, c'est de me glisser dans les interstices. C'est-à-dire qu'il y a ce que le résident peut faire avec sa bouche, avec son corps. Il y a ce qu'il faudrait, en principe, pour sa santé, mettre en place en termes de texture. Et il y a ce que le résident aime, voudrait. Et il y a tout le lien autour de l'alimentation que la famille de la personne concernée a construit autour de l'alimentation. Donc on essaye de trouver un espace de négociation entre ce qui est nécessaire pour la santé, parce que sinon c'est pas bon, et il va être dénutri, et il va être encombré, et il va se passer des choses pas sympathiques du tout pour sa santé. Mais en même temps, il y a besoin d'autre chose. Un humain qui mange, ce n'est pas qu'un humain qui prend des nutriments, c'est aussi un humain qui prend des choses symboliques, je vais le dire comme ça, vous excuserez mon raccourci. C'est aussi un humain qui est en relation avec d'autres, que ce soit avec des équipes ou avec ses parents de manière générale. Donc, par exemple, ça nous arrive avec Isabelle de faire des repas de junk food. Oui, vous avez bien entendu. La diététicienne me dit, viens, on va essayer des nuggets. Bon, d'accord. Et donc, nous faisons parfois ça si des résidents ont des besoins, des envies particulières. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, à la résidence Lucien Gillet, une éduque est gentiment allée me chercher 3 types de nuggets différents. On a fait le tour de tous les fast-food du coin. Et je me suis installée à côté de la résidente qui est dans une texture où il n'y a quasiment pas de morceaux, mais elle aime les nuggets. Donc je me suis installée à côté d'elle et elle a goûté des nuggets des 3. Et bizarrement, vous essayerez des nuggets de 3 fast-food différents, ils ne sont pas tous identiques. Donc il y en a qu'elle a aimé, il y en a qu'elle n'a pas aimé, mais en tout cas, on a passé le temps pour ça. Elle les a mangés. Ça lui a coûté beaucoup en fatigue. Elle a fait un tout petit peu de fausse route, mais c'était plus long que d'habitude, puisqu'Isabelle parlait de la longueur des repas. Mais en tout cas, on a pu dire, voilà, quand elle en a envie, quand quelqu'un peut aller lui chercher des nuggets, on va lui chercher des nuggets. Et on se dit que ce jour-là, le repas ne sera composé que de nuggets, puisque ça lui prend beaucoup de temps, c'est très fatigant. Et puis elle n'a plus faim. Au bout de 10 nuggets, je peux vous dire qu'on n'a plus faim. Elle n'avait pas l'air d'avoir envie d'autre chose après. Je dis, tu veux ton dessert? Non, surtout pas. Bon, allons-y. Mais en tout cas, on se glisse dans cet espace de négociation et on essaye de se dire, voilà, y a des choses qui sont nécessaires pour la santé et d'autres qui sont nécessaires pour d'autres aspects tout aussi importants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vais passer la parole à l'une ou l'autre des collègues. Alors, je te propose que tu prennes la parole parce que du coup, il y a ce travail effectivement avec l'ergo en lien avec la diète, avec l'orthophoniste, sur la question du positionnement. Alors, les résidents, enfin les personnes polyhandicapées qu'on accueille ont souvent des troubles du tonus hypotoniques. Et donc, pour le repas, ils doivent s'installer, ils doivent être bien installés, bien positionnés, être dans de l'enveloppement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Leur permettre d'avoir la meilleure position qui soit afin de pouvoir rester concentrés sur tout ce qui est mastication, déglutition. Moi, mon approche démarre en fait par une évaluation de la personne accueillie au cours
du repas. Donc là, c'est comme l'orthophoniste, hein, c'est de l'observation. Et je détermine ensuite comment amener la meilleure installation à la personne. Donc les pieds positionnés au sol pour être ancré au sol, avoir un corset-siège si nécessaire, un siège moulé, une simple chaise de repas, une chaise à accoudoir. En fait, c'est vraiment en fonction de chacun. Voilà, je suis un peu perdue. J'essaye d'axer vraiment aussi l'approche avec le professionnel accompagnant, de manière à ce que chacun soit bien installé, parce que c'est pas simplement donner à manger. On amène la cuillère en face du résident, enfin de la personne. Il faut vraiment que l'accompagnant soit bien positionné, bien en contact avec la personne accueillie. Ne pas oublier de verbaliser, de discuter avec, de lui expliquer ce qu'il a dans l'assiette, parce que une purée verte reste une purée verte, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Moi, je goûte chaque plat proposé de manière à pouvoir ajuster si besoin et lui expliquer vraiment ce qu'il mange. Voilà, donc il y aura un petit atelier cet après-midi pour vous montrer, vous faire vivre un petit peu voilà, les installations, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, faire un peu une mise en situation pour chacun. Quand on préparait la table ronde, tu me parlais aussi, on avait évoqué sur la question, et on en parlait tout à l'heure, il y avait une intervention sur la question de l'endroit, du lieu, c'est-à-dire qu'effectivement l'environnement. Oui. Alors, souvent, les repas se passent dans des salles de vie, c'est du collectif, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de passages. Le personnel qui prépare le plateau, qui amène le plateau, d'autres professionnels qui passent dans les services, il y a toujours une petite discussion, du bruit, ça peut faire exacerber les réactions des résidents, déclencher des fausses routes parce qu'ils sont surpris. Donc il faut aussi veiller à ce qui est du calme, tout en restant quand même dans du partage. Il ne faut pas que ce soit du silence absolu, mais il faut vraiment prendre tout ça en compte pour que les repas se passent le mieux possible. Merci. Du coup, à un moment donné, quand on a effectivement fait tout ce travail-là, quand on a essayé de trouver les meilleures solutions, de travailler avec la famille, avec les équipes, etc., on est obligé d'en arriver effectivement à la pause de GEP. Et ça vient bousculer des choses, ça vient interroger plein de choses. Tu peux nous en dire 2 mots, Mathilde ? En tout cas, ce que j'aurais envie de dire là, à cet endroit particulier que la problématique de la gastrostomie, c'est que ce ne soit pas foncièrement vraiment une problématique, que ce ne soit pas vécu comme un aveu d'échec, que ce ne soit pas le moment où on va mettre de côté tout ce qui aura été investi justement au sujet de l'oralité, du positionnement, etc. Et de se dire que la gastrostomie, c'est peut-être simplement ce truc en plus qui va permettre de continuer à investir. Parce que j'ai envie de penser qu'il peut y avoir un peu d'abandon de cet investissement parce que justement, il y a beaucoup d'enjeux. Oui, la nourriture, c'est un enjeu nutritionnel, hein, vous l'aurez compris. La dénutrition juste isolée, même en l'absence de troubles de déglutition, ça peut être une raison de mettre une gastrostomie. C'est un enjeu émotionnel, hein. Il y a le plaisir, et puis c'est un enjeu symbolique, Joris l'aura dit, c'est une source de cohésion que de pouvoir manger ensemble. On a envie de nourrir les gens qu'on aime, donc effectivement on va peut-être se retrouver dans cette situation d'abandon de quelque chose qui lie avec la personne en situation de handicap, et de se dire effectivement peut-être on nous retire ça encore. Et peut-être qu'il faudrait essayer de trouver un nouveau prisme et de se dire avec la gastrostomie, c'est peut-être même pas quelque chose qu'on va retirer, c'est que ça va permettre de faire mieux et avec plus de détente, parce qu'on ne sera pas dans la crispation vis-à-vis d'une fausse route, parce qu'on ne sera pas dans ce repas qui s'éternise, avec l'inquiétude de ne pas avoir donné suffisamment, avec l'interdiction vis-à-vis de prise parce qu'on a peur de cette fausse route, et de se dire
voilà, la gastrostomie, elle est là. Dans ce cas-là, j'aurai toujours la possibilité d'avoir des apports nutritionnels suffisants. Donc j'ai le temps de passer 30 minutes, même si c'est pour passer un petit morceau, 3 petits morceaux, un petit truc mouliné. Et puis pas juste passer, en fait, c'est pas juste manger, j'ai eu le temps de discuter, de dire tiens, on a cuisiné ça, on va en parler, on continue à investir au sens pas seulement, j'imagine, de ce qu'on met dans la bouche, mais de ce que la nourriture raconte. Enfin, on adore, j'imagine, je sais pas, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas manger, mais ça reste un plaisir majeur de la vie, de pouvoir manger, et puis de pouvoir en parler, de raconter. Enfin, j'imagine, je me souviens d'un échange qu'on a eu avec Monsieur Rofidal sur une discussion antérieure, de se dire quand on passe parfois, alors dans la gastrostomie, on peut passer une alimentation que l'on a faite. Alors il faut faire très attention, il faut que ce soit très attention, non très et trop, mais il faut que ce soit quand même assez bien mixé. Mais on peut parler de ce qu'on y met, et même si on n'a pas ce goût, effectivement, on peut raconter l'histoire des légumes, de dire tiens, on a mis tel vieux légume, etc. Enfin, on a gardé un imaginaire de la nourriture. J'ai dit ça, vous voyez, j'ai pas parlé matériel, j'ai pas parlé gastrostomie, c'est-à-dire que cet endroit-là, que on va peut-être pouvoir continuer à l'investir parce que on aura mis cette sonde de gastrostomie qui est pas un truc majeur non plus. Je sais bien, on a utilisé les mots d'intervention chirurgicale. Moi, j'avoue, je dis pas ça parce que je le vis pas comme ça. Pour moi, on appelle ça un geste d'endoscopie. Donc, j'ai l'impression qu'on passe par les voies naturelles. On se retrouve avec un petit orifice de 6-7 mm, duquel sort effectivement une petite collerette, parfois juste un petit bouton pour un Mickey, parfois une petite tubulure de 20 cm. Ça se voit pas, une fois le mois passé, on peut prendre une douche, on peut prendre un bain, on peut vivre ces éléments de vie, en tout cas normalement. On n'est pas cloué au lit avec son alimentation non plus, c'est-à-dire que l'alimentation le plus souvent se fait sur pompe, donc on peut partir avec un petit sac à dos qui permet de se balader dans l'établissement ou ailleurs. On peut s'organiser, alors c'est pas toujours facile dans les établissements, j'entends bien, mais pour que ce soit peut-être un peu la nuit, alors tout dépend, si on arrive, j'imagine, des problèmes de positionnement, il faut qu'il y ait un peu de surélévation quand même de la tête, ce qui n'est pas toujours possible la nuit, etc. Mais ça permet en tout cas de libérer du temps dans la journée, et puis de garder un peu, d'avoir une moindre satiété dans la journée, justement pour s'il y a encore une prise orale possible. En tout cas, voilà, c'est de se dire que c'est pour permettre la poursuite de l'oralité dans le meilleur des cas, c'est pour ça. C'est pour permettre qu'elle disparaisse, si elle doit disparaître le plus tard possible, en fait, finalement. Et peut-être qu'en mettant la gastrostomie, on va autoriser à ce qu'elle se poursuive. Au contraire, c'est pas juste je n'ai plus d'oralité, donc je vais à la gastrostomie, c'est je mets la gastrostomie pour continuer un peu l'oralité si possible. Si possible, parce qu'on aura évalué que les troubles de la déglutition ne sont pas majeurs, qu'on peut modifier les textures, etc., pour continuer à préserver les voies aériennes, qu'on aura continué à investir la question du positionnement dans la flexion de la tête, etc., et que les gens seront détendus, que ce soit la personne ou les accompagnants ou la famille, et que le repas sera plus vécu comme un moment parfois trop long, trop inquiétant. Et puis peut-être même, si on l'a mis suffisamment tôt, on ne se sera pas confronté à cette crispation-là. Et finalement, moi, j'interroge un peu, et je suis trop peu expérimentée à cet égard, mais de se dire, est-ce que, dans combien de cas, elle a été mise trop tardivement ? Et peut-être même, on en a parlé trop tardivement, comme si on avait peur d'en parler. Et que le fait qu'elle puisse arriver suffisamment tôt, c'est aussi parce qu'on en aura parlé suffisamment tôt, qu'on en aura discuté, parfois simplement, qu'on aura vu des résidents avec une gastrostomie, puis qu'on aura discuté de ça, qu'on aura peut-être participé à une journée comme celle-là et manipulé un petit peu, vu, et puis se dire que finalement, c'est peut-être effectivement qu'une bouche en plus. Donc voilà, c'est vraiment de se dire que c'est peut-être qu'un outil parmi d'autres pour continuer la dimension de l'alimentation, et que c'est pas un aveu d'échec. Moi, ce que j'entends dans tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais on en avait parlé, alors j'ai deux choses qui me viennent.
La première, et voilà, en préparant avec Joris, avec Dr Fidal, c'était effectivement de dédramatiser la chose, même si effectivement ça renvoie tout un tas de choses qui ne sont pas évidentes, mais justement de l'approcher comme quelque chose, comme un outil supplémentaire, une bouche supplémentaire, un moyen de faire autrement. Et vous l'avez dit, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire c'est pas à partir du moment où il y a la gastro que du coup il n'y a plus du tout d'alimentation à côté, ou en tout cas de plaisir, ou même de stimulation de la bouche et des sensations et des odeurs. Enfin voilà, ce matin on a suffisamment parlé de dire que l'alimentation c'est pas que la bouche, mais c'est effectivement tout un tas d'autres choses. Et d'ailleurs ça me fait penser, enfin moi je savais pas, mais voilà, peut-être que vous savez, hein, quand on préparait tout ça, c'était qu'à certains moments, je sais plus qui me disait, passer un peu de coca dans la sonde, ça permet aussi d'avoir une remontée de goût et qui vient provoquer des choses. Voilà. Oui, effectivement, la somesthésie du pétillant. Hein, le pétillant, on peut un peu le sentir quand même. Et puis il y a l'imaginaire en fait. Moi j'ai pris du coca. Ça vaut ce que ça vaut, mais ouais, j'en ai pris. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter? Je vois Isabelle, vas-y. Alors, on a parlé de l'alimentation, mais on a oublié une personne très importante, ce sont les cuisiniers. En fait, c'est eux qui vont faire le service à la fin, qui vont servir à la fin le repas. C'est grâce à eux s'ils peuvent avoir différentes textures, comme là on en a parlé, l'itsi, c'est-à-dire pas faire du tout mixer, justement apporter différentes textures. Alors maintenant les appellations ont changé, hein, c'est plus haché, mouliné, mixé, hein, c'est petits morceaux tendres, et je vais vous montrer justement une photo où on peut voir la différence et comprendre que c'est important de garder cette différence et cette, pour toujours garder cette appétence pour les personnes. Vous voyez bien qu'un grade 6, donc c'est-à-dire petit morceau tendre, c'est autre chose qu'un mixé en level 4, quoi. Donc il faut se servir, il faut s'appuyer sur les compétences et l'expertise des cuisiniers, sur l'envie de certains cuisiniers de faire plaisir, comme on en a parlé, hein. Ça leur fait plaisir aussi de proposer des bons plats aux personnes accueillies. Et je ne sais plus, je n'ai pas entendu, mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est le service à l'assiette. Alors on a dit bien préciser ce qu'on donnait à la personne, effectivement, mais c'est les contenants aussi qui sont importants. Quand on a besoin d'apporter, par exemple, une eau gélifiée à une personne, on ne va pas lui emmener dans un bol si c'est au déjeuner ou au dîner, on va plutôt lui apporter dans un verre, un bon contenant, un joli contenant, lui expliquer si on peut différencier aussi le féculent du légume, de la viande, c'est encore mieux. Et je crois que j'ai tout dit, enfin, pour les cuisiniers en tous les cas. Non, alors je vais boucler justement, voilà, si vous n'avez rien à rajouter, sur la question des cuisiniers, et c'est aussi le but de cette journée, et c'est aussi pour ça qu'on le fait au lycée Stanislas, c'est effectivement de mettre en avant le rôle des cuisiniers, le rôle essentiel, et de complètement les impliquer à l'équipe. Là, on a effectivement une équipe type, idéale, j'ai envie de dire, entre la diète, l'orthophoniste, l'ergo, le médecin, gastro-entérologue qui se joint, mais les cuisiniers font partie intégrante de cette équipe, parce qu'on ne peut pas parler d'alimentation sans parler de cuisiniers. Et donc voilà, il faut effectivement qu'on puisse travailler avec eux sur toutes ces questions. Du coup, ça me permet d'enchaîner. On peut prendre
une ou deux questions, si vous le souhaitez, et ensuite je vous inviterai à passer au restaurant à l'étage supérieur, où justement les cuisiniers, nos apprenants du lycée Stanislas nous ont concocté le repas de midi. Donc c'est un cocktail déjeunatoire. Les élèves pourront vous expliquer en lien avec les cuisiniers ce qu'ils ont travaillé, etc. Alors il faut juste savoir que c'est un vrai challenge au niveau du lycée Stanislas, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves, de se lancer dans cette aventure. Parce que cuisiner en texture modifiée, en retexturée, etc., c'est une véritable technique. C'est un vrai savoir-faire et que les profs de Stan ne connaissaient absolument pas. Donc c'est bien, donc on aura réussi à former de futurs cuisiniers qui pourront venir travailler dans nos établissements. Donc voilà, on mise sur l'avenir. Donc voilà, donc je vous propose, s'il y a 2-3 questions, et puis juste pour terminer, de vous rappeler que cet après-midi, vous aurez tous nos intervenants sur les ateliers sur lesquels vous pourrez circuler et aller plus loin. Moi, j'ai une question par rapport justement à l'alimentation entérale. Pour les personnes qui sont justement stomisées de façon permanente, qu'est-ce qu'il en est de la réévaluation, de la possibilité éventuellement de repasser Péros? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Et comment c'est envisagé? Qui répond? Je vais donc m'approcher très très près. Pas de souci, je vais faire Michel Drucker. Attends, avec le fil. Alors, en fait, je peux vous décrire ce que nous, on fait à la UMP de manière générale dans les autres établissements. C'est-à-dire que c'est souvent les équipes qui questionnent, qui voient... Des fois, ça peut être à la demande aussi du patient qui dit « moi, j'aimerais bien manger quelque chose par la bouche ». Ça peut être aussi parfois à la demande des équipes qui disent « on le trouve plus tonique ». Par exemple, chose qui est essentielle pour pouvoir bien manger, c'est quand même d'être bien tonique, bien conscient, bien éveillé. En fait, c'est l'œil clinique des équipes souvent qui dit voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire revenir l'orthophoniste, en l'occurrence. Mais voilà, c'est l'observation. Et puis, ça va dépendre aussi de la pathologie dont le patient est porteur, de son état général, de son état nutritionnel aussi, puisqu'il faut des muscles en bon état de marche. Voilà. À ma connaissance, et là je parle sous le contrôle des autres spécialistes, il n'y a pas de recommandation spécifique dans la littérature pour la réévaluation. Vous êtes d'accord? Grosso modo. Différence entre l'enfant et l'adulte. Voilà. Mais simplement, voilà. Mais en tout cas, moi souvent, on me demande de réintervenir parce que les équipes ont vu un meilleur état général. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Juste pour terminer, je me permets. Oui. Est-ce qu'on ne perd pas justement en tonicité du fait de ne pas mastiquer, de ne pas déglutir? Est-ce qu'il y a une perte après qui se fait? Et est-ce que c'est possible de permettre une rééducation par rapport à ça? Alors, ça ne marche pas tout à fait comme ça, si vous voulez. Déjà, la déglutition, c'est un réflexe. Dans la littérature, on n'est pas tous tout à fait d'accord sur le fait qu'on puisse rééduquer la déglutition en soi, mais en tout cas, de toute façon, tant qu'on n'a pas redonné à manger à quelqu'un, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que c'est ce que vous sentez dans votre bouche qui va faire que vous allez faire quelque chose avec votre bouche. Donc tant qu'on n'a pas redonné une micro-cuillère de compote, pour le dire facilement, rapidement, on ne saura pas si le patient peut la déglutir ou pas. Et on peut tout à fait réévaluer, est-ce que ce patient il peut déglutir une compote complète, seulement quelques cuillères de compote, ou autre chose, en l'occurrence. En termes de mastication, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans certains cas, on peut tenter une rééducation. Enfin, on peut toujours tenter une rééducation, sachant qu'on ne connaît pas toujours les résultats. De mon expérience, en tout cas, la mastication, de toute façon, c'est un apprentissage, si vous voulez. On n'arrive pas au monde en sachant mastiquer. Donc, c'est un apprentissage. Quelqu'un qui ne peut plus mastiquer, on est parfois obligé de modifier les textures, comme disait Isabelle, mais ce n'est pas à l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on a modifié les textures qu'il va perdre sa mastication. Par contre, on peut envisager, en dehors des repas, on peut tenter un travail de rééducation. Mais on ne fera pas la même chose. Par exemple, les repas seraient en texture mixée, très facile à avaler, et on travaille en dehors des repas avec des morceaux. On tient un raisonnement différent. Quelqu'un qui est alimenté depuis très très longtemps en gastrostomie, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas. Il faut voir ce qui se passe. Et M. Rofidal a sans doute des choses à dire.
Ce que j'aurais envie de dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, ce que j'aurais envie de dire, c'est que l'évaluation, elle devrait être continue. Ce serait vraiment l'idéal. Par rapport à... j'aime pas trop le mot rééducation, je préfère le mot éducation motrice. On est toujours dans l'apprentissage, on est toujours dans le projet pédagogique. Par rapport à la mastication, il y a quand même une chose qui est fondamentale, c'est que pour mastiquer, il faut plusieurs choses. Il faut des muscles masticateurs vigoureux, il faut des molaires en opposition, mais il faut surtout une motricité latérale de la langue. Un enfant polyhandicapé dont les lésions cérébrales l'ont privé totalement de motricité latérale de la langue, et ça s'évalue, ne pourra jamais mastiquer. Ce n'est pas une catastrophe, puisque nos cuisiniers font très bien des textures modifiées. Je voudrais rajouter quelque chose dont on n'a pas trop parlé, c'est des boissons. J'insiste sur le fait qu'on a parlé d'épaississant, on a parlé de gélifiant, sans trop dire ce que c'était. J'insiste sur le fait qu'on a deux possibilités de modifier la texture des boissons, soit en les épaississant. Là, c'est instantané ou presque, et c'est toujours de l'amidon, donc c'est toujours calorique. Hein, et on ne peut pas continuer à hydrater une personne qui prend du poids, même si 60% des personnes polyhandicapées sont à risque de dénutrition, on va dire ça comme ça, on ne peut pas continuer à les faire grossir en les faisant boire, parce que sinon on les fait boire de l'eau épaissie et on les prive de dessert. Et ça, c'est pas acceptable. Donc on a absolument besoin de gélifiant, mais de gélifiant avec de la gélatine ou de l'agar-agar si vous avez plus d'argent à dépenser. La gélatine reste un ingrédient indispensable dans nos établissements pour permettre aux personnes qui ont tendance à prendre du poids, enfants et adultes, de les hydrater correctement. Alors vous me voyez faire des... Merci beaucoup Thierry, pardon. Vous me voyez faire des signes parce qu'on a deux cuisiniers qui essayent de s'enfuir. Regardez-les, ils sont là. Manu, Christian. On était justement en train de parler de vous. Ouais. Bonjour à tous. 5-10 minutes. Alors, en fait, j'étais juste venu pour savoir si c'était 5 ou 10 minutes. Mais alors, Christian, montre-toi aussi. Oui, Christian. Voilà. Donc là, on a une collaboration entre un prof de cuisine au lycée Stanislas et Manu qui bosse effectivement dans un établissement. Et c'est effectivement leur collaboration. Et donc, on arrive, on vous suit et on monte au restaurant. Ça vous va ? Donc, vous arrivez dans 5 minutes. Ah bah alors, d'accord. Dans 5 minutes, le temps de bouger, le temps de monter. Eh bien, très bien, merci beaucoup. N'allez pas trop vite. Merci. Merci à vous pour vos interventions et on vous retrouve cet après-midi sur les ateliers. Merci beaucoup.